Il y a également le message que Bruno Bidjan avait envoyé à Paul Desimbia, comme quoi, je cite, « Le jour dit, nous serons sans pitié contre lui », parlant de Martinez Zogo. Lors de son audition, ce dernier, directeur général de la recherche extérieure en son temps, a déclaré, je cite, « Vous me dérangez, pourquoi? Allez demander à Amougou Belinga et Justin Dangwe ce qu'ils ont fait », fin de citation. Dans l'ombre du pouvoir économique et médiatique d'Amougou Belinga, Bruno Bidjan incarnait le directeur général qui ne discute pas. Cette relation patron-subordonné, fondée sur la loyauté absolue, peut expliquer comment un homme en vient à s'impliquer dans un meurtre sans véritablement réfléchir. Quand l'autorité ordonne, même de façon implicite, de faire taire un journaliste, le subordonné cesse d'être une conscience autonome pour devenir un simple prolongement de la volonté du chef. Le colonel Outoulou, dans ses preuves, révèle un message glaçant envoyé par Bruno Bidjan à Paul Desimbia. Le jour dit, nous serons sans pitié contre lui. Si ce message, à l'issue du procès, s'avère vérifié, ceci serait la preuve la plus brutale de cette dépossession de soi. Il ne s'agit pas d'un ordre reçu, mais d'une adhésion totale à un projet criminel pensé en haut lieu. Obéir aveuglement, c'est éteindre sa faculté de jugement. Ne plus voir en l'autre un homme, mais une cible, parce que le patron l'a décidé. Bruno Bidjan, par soumission, se serait fait l'instrument d'une barbarie qui n'était certainement pas la sienne au départ, mais que son allégeance a rendue inexorable. Mesdames et messieurs, Bruno Bidjan est présumé innocent. Il n'est même pas interpellé ni inculpé dans cette affaire. Mais si le procès continue dans ce sens, il risque de se faire interpeller et finalement de plaider. Cette affaire de Martinez Zogo, qui ne cesse d'alimenter les chroniques du quotidien, nous révélera certainement encore des choses bien plus graves. Lors de l'examination in chief, c'est-à-dire l'interrogatoire de la partie poursuivante qu'est monsieur le commissaire du gouvernement, il a été incapable d'asseoir ces accusations farfelues qu'il a faites, n'est-ce pas, à l'entame de sa déposition. Et nous sommes vus heurtés par la faiblesse de l'argumentaire du témoin. Nous nous sommes vus choqués. Vu la qualité du témoin, c'est quand même un colonel de gendarmerie. Il dirige une des plus grandes régions de ce pays, c'est-à-dire la région du Gouri, qu'il vient devant le tribunal. On lui pose la question sur la première scène de crime, c'est-à-dire la scène de l'enlèvement. Il dit qu'il s'est déplacé personnellement pour aller sur la scène de crime. On lui demande quels sont les actes qu'il a posés. Il est incapable de citer un seul acte pour sécuriser la scène de crime, car c'est le premier devoir de l'OPJ. Quand il vient sur la scène de crime, vous avez vu, quand il y a un accident, les policiers viennent, ils enroulent la scène de crime pour éviter la pollution des éléments de preuve. Il a tenté d'expliquer au tribunal que, vu la configuration de ce truc, Martinez Zogo a été traité là-bas et c'est certainement là-bas qu'il est décédé. Il ne faut pas croire que nous ne tenons pas compte des affirmations du 34e témoin, mais nous disons que tout ce qu'il raconte est faux. Maître Tchono savait montrer dans le fond du dossier, déconstruit la forme du dossier. Tout un officier de ce rang, premier responsable judiciaire sur une scène d'enlèvement, est incapable de dire le moindre acte qu'il a posé pour sécuriser la scène, qui est certainement le point de départ du drame Martinez Zogo. Tout le monde le sait. Vous avez certainement vu dans les séries policières, chacun, au moins une fois dans sa vie, c'est que quand on arrive dans une scène de crime, l'OPJ a pour devoir de protéger la scène du crime afin d'éviter sa pollution. Et chaque gendarme l'apprend dès sa formation initiale. Il tente alors de convaincre que Martinez Zogo a été traité là-bas et y est certainement décédé. Conclusion sans fondement. Affirmation lancinante, affirmation gratuite. Dans les deux cas, elle est indigne du colonel. Et quand on dirige une grande région de gendarmerie, ne pas savoir sécuriser une scène de crime, c'est soit un mensonge, par omission bien sûr, soit le signe que la scène ne devrait pas être protégée. Cette faiblesse argumentaire qui choque Maître Tchono révèle bien plus qu'un simple dysfonctionnement. Si le témoin vedette de l'accusation s'effondre de la sorte, c'est que l'accusation tout entière vacille sur un socle de sable. Cela peut suggérer
que les preuves matérielles n'ont jamais été préservées. Qu'on ait préféré une reconstitution narrative fragile plutôt qu'un constat irréfutable, on dit long. L'impuissance du colonel à la barre est sans doute le reflet d'un appareil judiciaire qui jusqu'au bout n'a pas su fabriquer les preuves. Maître Tournon ne fait pas que relever les contradictions du témoin. Il met en lumière le symptôme d'un procès où la vérité judiciaire se dérobe. Parce que la vérité des faits a été piétinée dès les premières minutes. La légèreté de ce colonel est un aveu muet. L'enquête est peut-être faussée avant même d'avoir commencé. Nous étonnons un peu des nouvelles déclarations que le colonel Otoulou a faites, lesquelles sont en contradiction avec son propre dossier et les PV qui ont été signés notamment à l'issue des travaux de la commission d'enquête mixte qui mettaient clairement hors de cause M. Léopold Maxime Eko. Et M. Otoulou vient montrer au tribunal que manifestement il n'avait pas fait vraiment d'enquête parce qu'il s'est fié juste à la parole de M. Danoué, sans autre preuve. Or, on ne peut pas se baser sur les accusations d'une seule personne impliquée elle-même dans une affaire s'il n'y a pas d'autres preuves pour impliquer quelqu'un comme cela s'est fait pour M. Léopold Maxime Eko. Quand vous avez le ministère public qui en arrive à démentir son propre témoin et à le contredire, et surtout qui emmène ce témoin aux pièces du dossier, donc de l'enquête, c'est-à-dire les PV et tout, on voit tout de suite que lorsqu'il a été confronté par le ministère public à ces éléments concrets-là, les premières déclarations sans preuve qu'il a faites se sont effondrées et qu'il avait du mal finalement à soutenir les inventions du début de son audition. Donc quand vous voyez un ministère public qui est obligé d'acculer son propre témoin, c'est que ce témoin en réalité est en train d'aller vers ce qu'on pourrait appeler un parjure, parce que ce témoin réunit toutes les pièces authentiques du dossier. Et ça, cela pose question.